Bonsoir. Alors, je suis pas venu seul, je suis venu avec une poupée vaudou qui est ici devant, que vous pourrez venir voir tranquillement après, histoire que vous ayez un peu de concret après la théorie dont je vais vous parler. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'UFR Simone Veil Santé au nom du doyen, monsieur Loïc Josserand, qui n'est pas parmi nous ce soir parce qu'il est retenu au ministère de la Santé. Donc c'est pour la bonne cause, pour défendre les intérêts de l'université, des étudiants et des enseignants-chercheurs. Nous allons donc reprendre les conférences universités pour une deuxième année, en commençant ce soir par un sujet qui m'est particulièrement cher, qui est celui des zombies et des mauvais morts. Alors, on ne se connaît pas encore tous forcément, je m'appelle Philippe Charlier, j'ai 47 ans, je suis MCUPH ici en médecine légale en cours de transition santé publique. Je dirige le laboratoire anthropologie, archéologie, biologie, donc à l'UFR Simone Veil Santé, et je suis en épidémiologie à Raymond Poincaré, à la PHP. Et accessoirement, je suis le commissaire d'une exposition qui commence aujourd'hui au musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui va durer jusqu'au 16 février 2025 et dont le titre s'intitule « Zombie, la mort n'est pas une fin ». Alors merci aux étudiants qui sont venus assister à cette conférence, qui ont été invités à assister à cette conférence. Juste pour vous motiver un tout petit peu, jeunes gens, je suis venu avec 2 catalogues de l'exposition et à la fin de cette conférence, je vous poserai des questions et 2 questions. Ceux qui donneront les bonnes réponses pourront repartir avec le catalogue de l'exposition, histoire de 1, vous remercier et 2, vous motiver un tout petit peu plus. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment la continuation d'une enquête qui, avec mes casquettes de médecin légiste, d'archéologue et d'anthropologue, m'a emmené en Roumanie à travailler sur les vampires, en Grèce également à travailler sur les vampires, m'a amené également en France et en Extrême-Orient à travailler sur les fantômes d'Occident et des mondes extra-européens, notamment dans un bouquin qui s'appelle « Comment faire l'amour avec un fantôme », tout un programme. Et puis, en travaillant et en continuant toujours à travailler sur les non-morts, je me suis mis à faire des travaux de terrain, comme on dit, en Haïti et à travailler sur la figure du zombie. Vous comprenez bien que quand vous êtes légiste pendant une dizaine d'années à l'Institut médico-légal de Garches, que vous autopsiez plus de 2000 cadavres au total, on s'interroge un tout petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'un état de mort réel et constante, qu'est-ce que c'est que la mort encéphalique, est-ce qu'il y a d'autres types de morts qu'on peut qualifier, notamment la mort sociale, je vais vous en parler un petit peu après, et puis surtout, qu'est-ce que c'est que ces non-morts, ces mauvais morts, ces morts vivants, ces morts qui ne se tiennent pas tranquilles. Beaucoup de civilisations, à commencer par Haïti, mais d'autres aussi, ont ces figures de style que sont les mauvais morts. Eh bien, la première question qu'on doit se poser, c'est celle qui a été posée par un de mes collègues psychiatres nord-américains et qui travaillait en Haïti, c'est comment qualifier la mort? Le premier problème est de savoir si le mort est vraiment mort. Et c'est une question qu'on va se poser en permanence. Moi-même, dans ma carrière de médecin légiste, 2 fois de suite, j'ai failli autopsier quelqu'un qui était encore vivant. Donc pour vous dire, et là on est en Occident, on est au XXIe siècle, 2 fois de suite. Donc ça pose quand même la question de qualifier la mort. C'est pas si facile que ça, c'est pas évident, même quand on est dans un groupe hospitalo-universitaire, et bien parfois, dire que quelqu'un est mort de façon définitive n'est pas si facile que ça. Alors je sais pas comment vous êtes, vous, quand vous voyagez, quand vous allez à l'étranger. Moi, le premier endroit où je vais, c'est dans le cimetière. Chacun son truc. Et donc à Port-au-Prince, je suis allé, vraiment en descendant de l'avion, au cimetière principal, qui est honnêtement un terrain, pas un terrain de jeu, mais un terrain de travail extrêmement fascinant. Il se passe toujours quelque chose H24. C'est comme les Galeries Lafayette. Là, c'est tous les jours, il y a des rituels, toutes les heures, jour et nuit. C'est même un lieu où on peut manger, où on peut boire, on peut dormir également, une sorte de Airbnb dans les logettes funéraires, vous verrez. On va sortir les cadavres et les remplacer. Qui va dormir là? Eh bien, des prêtres qu'on appelle des Ungans ou des Mambos, selon qu'ils sont masculins ou féminins. Et puis des gens aussi qui se rapprochent un petit peu plus de la sorcellerie qu'on appelle des Bokor, B-O-K-O-R. Ce sont les individus qui servent les dieux, les Loa, avec la main droite qui fait le bien et avec la main gauche qui fait le mal. Et donc, quand vous pénétrez dans le cimetière principal de Port-au-Prince, qui vraiment est un endroit absolument fascinant, c'est-à-dire qu'il y a le Père-Lachaise qui est assez sympa, mais alors le cimetière principal de Port-au-Prince, c'est vraiment du high level, eh bien vous avez une citation de Victor Hugo qui vous met un tout petit peu dans l'ambiance. Et à quoi ça ressemble à l'intérieur? Vous avez des rues, vous avez des allées, avec des tombeaux les uns sur les autres, et vous voyez qu'ils ne sont pas tous maçonnés. Certains ont été désacralisés, les corps ont été sortis parce qu'ils servent, ces squelettes, ces cercueils, ces clous de cercueil également, ils servent de matière première aux Bokor, aux Ungans, aux Mambos, qui vont réaliser des sortilèges, parfois des maléfices. Et c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Au centre du cimetière, il y a une croix sur laquelle est gravé le nom de Baron Samedi, qui est le dieu des morts.
Voici à quoi ressemble cette croix. C'est une croix qui est noire, noircie par la fumée des sacrifices, noircie par l'huile qu'on a projetée dessus, par les parfums. Quand on s'en rapproche, elle sent très très bon. Elle sent un peu le poulet boucané parce qu'il y a de la fumée, tout simplement, mais elle sent également les parfums et des parfums capiteux, des parfums qui sentent très très fort. Honnêtement, c'est assez agréable d'être autour de la croix de Baron Samedi. Et puis vous voyez, sur les deux branches horizontales et même sur le sommet de cette croix, des petits sortilèges qui ont été déposés. Et même au pied, vous avez des bougies, vous avez des offrandes alimentaires, une calebasse à droite qui était évidée. Et puis les offrandes ne restent pas à la vue des profanes très très longtemps parce que assez vite, les chèvres vont venir dévorer toutes ces petites offrandes. Derrière, vous avez des peintures qui rappellent quand même qu'on est dans un monde un tout petit peu dangereux où le bien et le mal vont cohabiter. Vous avez ici une mambo également qui, juste à côté, elle est habillée en jaune, va faire une cérémonie de purification pour une patiente, une initiée qui porte un chapeau rouge qui est juste derrière elle. Et donc, elles font des cérémonies, elles font des gestes. Toutes ces cérémonies se déroulent en permanence, au vu et au su de tout le monde, quasiment H24. Sur le sol, vous avez des dessins un peu kabbalistiques qu'on appelle des VV. Et ces VV sont des sortes de pistes d'atterrissage pour les divinités. En fait, c'est une vieille tradition qui existait déjà dans la Caraïbe avant l'arrivée des Occidentaux et avant l'arrivée des esclaves lors de la traite négrière. C'était quelque chose qui appartenait à la tradition des Taïnos, des Arawaks et des Caraïbes, tracer des dessins sur le sol pour appeler les divinités dans des religions qui étaient des religions de transe ou de possession. Et puis quand on rentre dans les sépultures, on va tomber sur des sanctuaires qui appartiennent à des sorciers, Bokor en l'occurrence, avec des petits cercueils, avec des crânes qui sont dessus, avec des pots entourés de tissus. Vous avez également des poupées qui vont être réutilisées, des bouteilles d'alcool ou de parfum. Voici une autre vue, vous voyez qu'il y a vraiment un amalgame et une réutilisation de restes humains pour activer tous ces maléfices ou tous ces sortilèges. Les croisements sont extrêmement importants. Les croisements, à l'extérieur du cimetière, à l'intérieur du cimetière, sont un endroit où cohabitent les chemins entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est un endroit vraiment pivot et extrêmement important qui permet quand on fait un dépôt à cet endroit-là, eh bien de faire communiquer ce dépôt entre le monde des divinités qui est dans le ciel, le monde des humains sur lequel nous marchons et le monde des défunts qui est en bas, les défunts agissant un petit peu comme des messagers. Or donc, il faut qu'on plante un tout petit peu le tableau. Je vous parle du vaudou depuis tout à l'heure et je vous parle de Haïti. Qu'est-ce qu'on appelle le vaudou exactement? Vous avez forcément entendu parler du vaudou et je pense que comme beaucoup de gens, et à tort, vous en avez entendu parler avec un a priori négatif. Quand on vous dit vaudou, vous pensez poulet égorgé, vous pensez poupée vaudou, vous pensez sorcellerie. Eh bien, vous oubliez tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est marginal, qui ne correspond pas du tout à la réalité. Le vaudou, à l'origine, c'est une religion qui existe, dans le terme initial, au Bénin, au Nigeria et au Togo. Une religion sur un degré d'égalité avec toutes les autres religions, avec son clergé, avec ses textes saints, avec ses sanctuaires, ses cérémonies, etc. Et puis vous savez que pendant la traite négrière, dès le tout début du XVIe siècle, des esclaves ont été pris de force sur toute la façade atlantique de l'Afrique, dans l'Afrique centrale et même dans une partie de l'Afrique de l'Est jusqu'au Mozambique, passant du coup le cap de Bonne-Espérance. Pendant les 3 mois que durait la prise des esclaves, le transbordement transatlantique, le regroupement sur les ports négriers et la vente dans les plantations, eh bien on inculquait de force aux esclaves des notions de catholicisme romain. Ce qui a donné un syncrétisme, un mélange entre toutes ces religions de l'Afrique subsaharienne, pas que le vaudou du Bénin, et le catholicisme romain. Et du coup, ça nous a donné la santeria à Cuba, le candomblé au Brésil, la macumba au Brésil également, ça nous a donné le quimbois dans les Antilles françaises, ça nous a donné le vaudou en Haïti, le vaudou également de Louisiane et le vaudou de Floride, qui sont à chaque fois des transformations et des syncrétismes complètement différents, et qui correspondent à un mélange entre plein de religions d'Afrique, un petit peu de catholicisme romain, et même parfois, en Haïti, une troisième influence qui est celle des religions taïnos, arawaks et caraïbes. Parce que lorsque les esclaves réussissaient à s'enfuir des plantations et qu'ils devenaient ce qu'on appelait des nègres marrons, c'est-à-dire des esclaves marrons, eh bien, ils se
réfugiaient dans la forêt ou dans la montagne auprès de descendants des Taïnos qui leur inculquaient des notions de leur religion, les secrets des plantes, etc. Et dans certains sanctuaires, qu'on appelle des péristyles, on a au centre du sanctuaire vaudou haïtien un poteau central qui est un peu comme un totem qu'on appelle le poteau mitan. Et les vévés que je vous ai montrés tout à l'heure, ces dessins qui sont faits sur le sol, sont directement une tradition qui est taïno ou arawak, c'est-à-dire autochtone à la Caraïbe. Donc, triple influence, triple syncrétisme dans le vaudou haïtien. Donc dorénavant, vous ne pourrez pas dire que le vaudou haïtien, c'est de la sorcellerie, c'est des trucs ou autre chose. La sorcellerie, c'est en marge de toutes les religions. Il y a de la sorcellerie musulmane, il y a de la sorcellerie juive, il y a de la sorcellerie catholique romaine, il y a même de la sorcellerie protestante, figurez-vous. Donc il y a de la sorcellerie dans toutes les religions. Je peux prendre également l'hindouisme ou le bouddhisme, comme ça j'espère ne choquer personne. C'est vraiment quelque chose qui couvre les marges de toutes les religions, parce que ça utilise les codes de ces religions pour agir tout simplement. Et en effet, dans le vaudou haïtien, il y en a. Alors, quand on va en périphérie du cimetière, moi j'ai mené énormément d'enquêtes dans ce type d'établissement. Les établissements, entreprises funéraires, pour interroger sur quelles sont les pratiques, quels sont les rituels qui se déroulent autour des morts. Est-ce que vous avez déjà vu des patients, alors, ils ne les appellent plus des patients pour eux, mais on va dire des cadavres pour eux, qui ont pu être considérés comme zombies. Alors ils me racontent, ah oui, des fois, oui, on le laissait le soir sur sa table en inox, avec son étiquette sur l'orteil gauche, et puis on le retrouvait le lendemain matin, assis par terre, mort, mais assis par terre quand même, avec toujours son étiquette sur l'orteil gauche. Donc voilà, il s'était passé quelque chose pendant la nuit, et reste à savoir quoi. Je ne vous dis pas qu'il était encore vivant, je vous dis qu'il y a peut-être eu une cérémonie, et qu'ensuite on l'a laissé dans cet état-là. Parfois vous arrivez le matin, et vous avez assisté à des funérailles la veille, et le lendemain matin, vous trouvez ça. La personne a été sortie de son cercueil, et il n'y a plus rien dans le cercueil, il est vide, et le cercueil est renversé en train de brûler. C'est que quelqu'un a récupéré le corps, tout simplement. Et donc c'était vraisemblablement un zombie, quelqu'un qui avait été zombifié, qui a été sorti pendant la nuit de son cercueil, parce qu'on ne tient pas plus de 8-9 heures dans un cercueil. Moi, je me suis limité à 1h26 dans un cercueil, après je devenais un peu fou, mais quand au-delà de 8-9 heures, on finit par vraiment mourir par manque d'oxygène. Des fois, vous arrivez et il y a une cérémonie qui vient juste de se finir devant vous. Vous voyez, là, il y a une bouteille de rhum Barbancourt, une calebasse avec un paquet magique à l'intérieur, et oui, c'est vrai, c'est pas un poulet, c'est un coq qui a été égorgé juste à côté. Vous devez comprendre vraiment que les cimetières sont une sorte de réserve et de lieu de cérémonie. C'est vraiment un réceptacle extrêmement fort où se déroulent énormément de rituels autour de la maladie et de la mort. Et puis des fois, on peut aller dans des cimetières beaucoup moins importants que les cimetières principaux de Port-au-Prince, notamment ici dans le cimetière de l'Esther. On est au nord de Port-au-Prince, 70 km à peu près, par une des routes nationales, dans ce qu'on appelle la vallée de l'Artibonite, et c'est vraiment le sanctuaire des zombies. 90% des zombies d'Haïti viennent de cette zone-là. Alors, c'est bien d'y aller au coucher du soleil, c'est encore mieux d'y aller pendant la nuit, et puis on tombe sur des tombes de zombies. Et là, c'est la tombe d'un zombie qui s'appelait Clervius Narcisse, qui est mort en 1962, qui est réapparu 17 ans plus tard, et la tombe a été éventrée, et les gens continuent toujours à venir récupérer des petits bouts du tombeau pour faire des pratiques magiques, comme s'il y avait encore une toute petite partie de zombies à l'intérieur, et qu'on pouvait transmettre un tout petit peu cette zombification par cette poudre. Et puis on marche, on marche sur une mandibule, on marche sur une tête de poupée Barbie qui a été décapitée. C'est comme une poupée vaudou en l'occurrence, sauf que c'est en plastique. Et ça permet vraiment de rentrer directement dans les rituels. Et puis on peut collecter des poupées vaudou comme celle que je vous présente en bas de la salle, que vous pourrez voir un tout petit peu après, et dont je vais vous livrer une analyse un petit peu après. Alors, Clervius Narcisse, je vous en ai parlé. C'est cet homme qui ne brillait pas par son honnêteté, sans porter ombrage à sa mémoire, parce qu'il avait vendu une terre qui ne lui appartenait pas. Donc c'était un peu un brigand, on va dire, gentiment. Et cet homme est mort brutalement. On a son certificat d'admission à l'hôpital, puis son certificat de décès. Et cet homme est mort véritablement d'une crise d'urémie. Là, vous le voyez en train de poser, bien vif et frais, sur sa sépulture. Même sépulture que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais maintenant, vous voyez qu'elle est complètement éventrée, il en manque un gros bout, parce que les gens viennent récupérer des tout petits morceaux. Et ce Clervius Narcisse, il a été vu vivant 17 ans plus tard, en train d'errer le long du chemin, parce qu'il avait réussi à se sauver de sa zombification, et il a pu parler, il a pu témoigner, il a pu échanger, notamment avec un homme qui s'appelle Max Beauvoir, qui est le Hatti, c'est l'équivalent du pape
pour les vaudouisants de Haïti, le chef suprême des vaudouisants. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un biochimiste, Max Beauvoir. Donc il a un pied dans les sciences fondamentales et un pied dans la métaphysique, en l'occurrence dans la religion. Et ces deux hommes ont rencontré un troisième homme qui s'appelle Wade Davis. C'est un ethnobotaniste nord-américain qui est d'origine canadienne et qui, lui, menait des travaux. Après avoir fait des travaux sur les drogues et poisons en Amazonie, il est allé travailler en Haïti sur les drogues et poisons avec lesquels on fait les zombies. Il a publié pas mal de choses. Lui, il avait une vision assez uniciste, un peu simpliste, et il pensait qu'il y avait une drogue du zombie. Pour lui, la zombification, c'est une drogue, un poison, un truc super simple, et il pensait que cette drogue, c'était la tétrodotoxine, une drogue qu'on extrait d'un poisson et qui provoquait l'état de zombie. Alors, il faut que je vous explique en réalité comment ça se passe, la zombification, et qui est-ce qu'on zombifie exactement. D'abord, il n'y a pas un type de zombie en Haïti, il y a 4 types de zombies. Quand quelqu'un fait du mal en Haïti, quand quelqu'un est un captateur d'héritage, un voleur, un violeur ou un assassin, eh bien on peut soit déposer plainte tranquillement devant le tribunal. Ok, normal, ça prend un certain temps. C'est hasardeux, et c'est pas certain que ça soit un succès pour celui qui dépose plainte. Parce que, voilà, on connaît, la justice n'est pas toujours juste. Deuxième possibilité, c'est se retourner vers ce qu'on appelle une société secrète. Alors les sociétés secrètes, dans le vaudou haïtien, c'est pas les Carbonari, la franc-maçonnerie, le Rotary Club ou le Lions Club, c'est autre chose. C'est plutôt une sorte de spécialisation dans le vaudou. C'est un peu comme si, quand vous êtes initié, vous êtes médecin généraliste. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, devenir par exemple gynécologue ou cardiologue, ou on ne sait jamais, si vous perdez au jeu médecin légiste, eh bien vous allez faire dans ce cas-là une entrée dans une société secrète, d'accord, une sorte de spécialisation. On parlerait d'un DES maintenant ou un DESC pour la médecine. Eh bien c'est ça les sociétés secrètes, c'est une spécialisation dans la religion autour de la justice, autour de la naissance, autour du mariage, autour de gérer une catastrophe, ce genre de choses. Donc les sociétés secrètes sont là dans un but social bien précis et elles s'y cantonnent. Parmi celles-ci, il y en a une qui s'appelle les bisangos, dont les couleurs de reconnaissance sont le noir et le rouge. Et donc le rouge et le noir, c'est pas que Stendhal, c'est aussi les bisangos, et c'est comme ça qu'on les reconnaît. Quand des gens portent de tels accoutrements, de tels vêtements, très beaux, eh bien on les reconnaît et on sait que ce sont des membres de la société secrète bisango, et généralement, on change de trottoir. Alors, on dépose plainte, entre guillemets, de façon coutumière devant la société secrète bisango, et là, qu'est-ce qui va se passer? La personne va être jugée 7 fois de suite. 7 fois de suite, on va la convoquer devant la société secrète, en la prenant de force, en l'emmenant à l'arrière d'un pick-up, et là, en plein milieu de la pampa, dans une rizière, un champ de canne à sucre, ou au pied d'une usine, eh bien, elle va être agenouillée face à entre 5 et 9 membres de la société secrète, derrière une table, avec une nappe rouge et noire, et derrière eux, il y aura des fétiches bisangos. Je vais vous en parler un tout petit peu après. Ce sont des statues qui renferment une partie du squelette des anciens adeptes, ce qui montre bien qu'il y a une perméabilité entre le monde des vivants et le monde des morts. Même les morts votent. C'est comme en Corse. Sauf que là, c'est les bisangos, ok? C'est un peu différent. Au bout de 7 fois, si la personne persiste et signe, n'arrive pas à prouver son innocence, eh bien le maillet tombe et on lui dit « tu vas être condamné à une peine pire que la mort ». Et cette peine pire que la mort, c'est la zombification. Si en revanche la personne arrive à prouver son innocence, on lui dit « va-t'en, ne t'inquiète pas, il ne te sera fait aucun mal ». Et en effet, rien ne lui arrive parce qu'elle est innocente. La société secrète, bisango, est supposée être juste et parfaite. Et donc, si jamais il y a une zombification qui est décidée, eh bien la personne, elle ne sait pas quand, elle ne sait pas où, va avoir une exposition à un poison particulier. Dans ce poison, il peut y avoir la tétrodotoxine qui a été décrite par notre ami Wade Davis, et cette tétrodotoxine est un neurotoxique extrêmement puissant qu'on extrait d'un poisson que vous connaissez peut-être qui s'appelle le tétrodon, le fugu des Japonais et le fufu au Japon. Dans la Caraïbe, le foufou dans la Caraïbe. C'est un poisson qui est extrêmement toxique au niveau des arêtes, au niveau des écailles, au niveau du cerveau, de la bile, enfin je ne fais pas tous les organes, sauf la chair qui elle est comestible. Et quand on ingurgite ça, eh bien on risque d'être dans un état de mort apparente. Donc là, c'est pas le poisson en elle-même qu'on va donner, mais de la poudre extraite de ce poisson. Sauf que ça ne passe pas la barrière de la peau. Donc il faut donner quelque chose qui va provoquer un grattage. Et généralement, on utilise de la bave de crapaud ou du jus de vipère qui sont un peu urticariants. Et en plus, ça rappelle un peu l'imaginaire qu'on connaît de la sorcellerie médiévale occidentale. Et puis, on va rajouter aussi de la poussière provenant de tombeaux
d'anciens zombies. On va rajouter également de la poussière d'ossements humains, quelque chose qui est complètement inerte, mais à nouveau, ça rentre dans un imaginaire particulier. Mais en fait, chaque bokor, donc chaque sorcier, a sa propre formule magique, si on peut dire. Mais il y a quelques ingrédients qu'on retrouve quand même assez. Et donc on vous met ça le matin quand vous vous levez, vers 4h30 à peu près, on se lève tôt en Haïti. Je dirais pas quand il fait frais, je dirais quand il fait moins chaud. Et on vous met ça dans les chaussures par exemple, ou pour les filles, on vous met ça dans le soutien-gorge, ou pour nous les garçons et vous les filles, on peut nous mettre ça dans le caleçon ou dans la culotte. Et on va se gratter et puis ça va pénétrer tout simplement. Donc il y a un complice, vous voyez, qui dispose ça à l'intérieur de la maison. Et puis 4 à 5 heures plus tard, vous êtes en état de mort apparente. C'est-à-dire qu'on a vraiment la semblance de la mort, mais sauf si on se rapproche vraiment juste à côté et qu'on fait un examen clinique précis, eh bien on passe complètement à côté du diagnostic. Donc, avec des termes médicaux, la personne est en bradypnée, bradycardie, hypothermie, arrêt des matières et des gaz, absolument consciente, donc je traduis pour les profanes, la personne a le cœur qui bat très lentement, la température corporelle baisse, il n'y a plus de digestion, la personne ne fait plus pipi non plus, la respiration est très très ralentie, les yeux sont grands ouverts et la personne est complètement consciente. Donc elle voit tout, elle entend tout, elle comprend tout, et elle assiste à ça sans rien pouvoir dire ni même bouger. C'est un peu stressant. Mais souvenez-vous que cette personne a quand même fait le mal derrière. C'est une justice qui est en train de s'accomplir, une justice un peu particulière, mais une justice malgré tout. Je vous rassure, c'est une justice qui n'est pas tolérée par le code pénal haïtien en l'occurrence. Et cette personne-là va être enterrée assez souvent le jour même. Juste avant, il faut quand même déclarer le décès. En Haïti, il y a une petite particularité, c'est que le décès n'est pas constaté par un médecin, comme en France, mais par 2 témoins. Et dans ce cas-là, eh bien, on se débrouille pour que les témoins soient les membres de la société secrète qui, comme par hasard, passent par là et vont témoigner. Sauf qu'entre-temps, ils en profitent pour se pencher vers l'individu et lui dire les yeux dans les yeux, puisque la personne ne peut pas fermer les yeux, « Dorénavant, c'est moi ton maître et tu es mon esclave ». La zombification, c'est vraiment un esclavage 2.0, c'est un esclavage moderne. Et ça, c'est Lila Desquiron, qui est ma commissaire associée de l'exposition, ethnologue, ancienne ministre de la Culture d'Haïti, ancienne ambassadrice d'Haïti à l'UNESCO, qui l'a bien montré. Les descendants des anciens esclaves innocents, dorénavant, reproduisent pour ceux qui font le mal une forme nouvelle d'esclavage. Et ça, c'est ce qu'on appelle la zombification. Donc, c'est quand même assez intéressant sur le plan à la fois sémantique et anthropologique. Et donc, c'est ce que montre cette photo, tirée d'une BD qu'on a publiée au Lombard. Ça vous montre, eh bien, cette poudre à zombies dans les chaussures, par exemple, l'individu qui est déclaré mort, le certificat de décès qui est signé, les funérailles qui sont chantées, et puis, eh bien, vous voyez ce regard qui passe directement ou à travers la vitre du cercueil. Moi, j'en ai rencontré plusieurs zombies en Haïti qui avaient réussi à s'en échapper. Je vous raconterai pourquoi et comment. Et ils m'ont raconté les pelletées de terre qui tombent sur la vitre au fur et à mesure, jusqu'à l'obscurité complète, quand le cercueil est recouvert de sable. Il y en a une autre qui m'a raconté les funérailles chantées. On chante les funérailles là-bas, on chante des psaumes. Et c'est très très beau, vraiment. Et elle m'a raconté que elle entendait très très bien, et puis ensuite elle entendait de moins en moins bien, et puis ensuite plus rien du tout, parce qu'on avait cimenté son tombeau. Et que c'était un bruit sourd qu'elle attendait au lointain, et plus rien. Et donc ces gens sont enterrés vivants, sans aucune garantie qu'on va venir les chercher. C'est stressant. Et ça peut laisser des séquelles psychologiques assez importantes. Et comme le cœur bat très lentement, ça peut également donner des séquelles physiques. Accident vasculaire cérébral, paralysie focale, ce genre de choses. Il faut quand même un petit rapport bénéfice-risque, comme je vous l'ai dit. Et donc, pendant la nuit, c'est ce qu'on voit dans l'image de droite, le bokor, accompagné de ces aides qu'on appelle des loups-garous, va venir profaner la sépulture, va venir sortir l'individu de son cercueil, et il va lui mettre la tête en bas pour faire réaffluer un petit peu le sang dans le cerveau, va le flageller avec des branchages, non pas pour rompre la rigidité cadavérique, parce que vous avez compris que c'est un faux mort, la personne n'est jamais morte, elle était en état de mort apparente, mais plutôt pour lui signifier que dorénavant c'est un esclave, on la flagelle comme un esclave. Et puis on va lui dire dorénavant tu ne t'appelles plus machin, tu t'appelles plus Philippe Charlier par exemple, tu t'appelles Robert. Voilà. On lui change son, je sais pas pourquoi Robert, mais on lui change son il n'a plus de nom d'abord, comme les esclaves du temps jadis, et il a un prénom choisi par le maître. Et puis on va l'envoyer à l'autre bout de l'île, dans un champ de canne à sucre, dans une usine, dans une rizière, comme garde-malade par exemple, auprès d'un autre bokor, pour vivre une vie d'expédient comme ça pendant longtemps. Et cette personne va être dans un état de hébétude, elle va être vraiment un peu KO, sonnée en permanence. Comment et pourquoi? D'abord, une privation de sel. On ne va pas lui donner de sel. Régime sans sel exclusif. Alors quand on est insuffisant cardiaque,
Bon, c'est un peu normal. Quand on est... Enfin, c'est normal, on se comprend. Ça fait partie de la thérapie. Et encore, ça dépend. Mais quand on est sans anomalie cardiaque, c'est pas très bon pour l'organisme et ça risque de développer au fur et à mesure un œdème relatif cérébral. Ceinture et bretelle, on va en plus donner à la personne des psychotropes, barbiturique ou benzodiazépine. Retenez bien, ça peut être une question pour les étudiants dans le fond. Des barbituriques ou des benzodiazépines pour entretenir un tout petit peu cet état de hébétude. En fait, c'est un corps sans âme, le zombie. C'est vraiment un individu qui n'a plus aucun libre arbitre. Et c'est dans cet état-là qu'ils vont travailler pendant des années dans les travaux des champs ou autre chose. Et puis un jour, ça s'arrête. Un jour, ça s'arrête, pourquoi? Parce qu'il y a un tremblement de terre. Parce qu'il y a un ouragan. Parce que le Bokor a un accident de voiture, tout simplement. Ou un sursaut de conscience chez un des zombies, comme Clervus Narcisse, dont je vous ai parlé, qui a poignardé son maître, tout simplement. Sursaut de conscience. Peut-être qu'il avait oublié de lui donner sa dose de barbiturique ou de benzodiazépine, et on ne sait jamais. Et à ce moment-là, le zombie se débrouille tout seul pour manger, pour s'alimenter, et il va manger quelque chose avec du sel. Ou alors, comme on arrête de lui donner sa dose quotidienne de psychotropes, il va récupérer un petit peu de conscience, et on va le retrouver errant le long de la route ou marchant quelque part. Et quand on dit que le zombie est alimenté par son maître sans sel, par terre, avec une feuille de bananier, c'est comme les esclaves du temps jadis. Les esclaves du temps jadis mangeaient sans sel, sur une feuille de bananier, par terre. Donc c'est vraiment, vous voyez, une recréation, toujours maintenant au XXIe siècle, car ça existe toujours, plusieurs dizaines de milliers de zombies, toujours en Haïti actuellement, c'est toujours une création comme celle-ci. Alors ça existe, pourquoi les zombies? Parce qu'il y a différentes parties de l'âme dans le vaudou haïtien. Il y a 5 âmes différentes que vous voyez représentées, et les 2 principales sont le petit bon ange et le gros bon ange. C'est-à-dire une âme intellectuelle pour l'une, c'est celle qui normalement est à peu près mise en tension pour vous tous en ce moment, pour essayer de comprendre ce que je suis en train de vous raconter, tenter de retenir et de transmettre tout à l'heure quand vous raconterez ça en famille lors du dîner du mardi soir. Et puis l'âme végétative qui est celle qui, en ce moment, pour certains d'entre vous, se dit « quand est-ce que je vais bouffer ?» Ça sent mauvais, on voit qu'il y a des étudiants en médecine qui ont bien phosphoré dans cette salle, je prendrais bien une douche. Voilà, ça c'est l'âme végétative, tout simplement. Okay, donc c'est 2 âmes différentes. Ça, c'est une tradition qui est vraiment ancienne, qu'on retrouve dans le vaudou béninois. C'est aussi quelque chose qui existe chez Aristote et qu'on retrouve chez saint Thomas d'Aquin, dans la scolastique. Et il est possible que, lors de cette inculcation forcée de catholicisme romain pendant les 3 mois que durait ce commerce transatlantique dont je vous ai parlé, peut-être que certains prêtres, notamment peut-être que des dominicains, ont rajouté une petite couche, refait une injection de rappel, si je peux dire, avec cette notion de partition de l'âme qui est propre à saint Thomas d'Aquin. Alors moi, j'en ai rencontré des zombies, comme je vous l'ai dit, notamment Adeline D, que vous voyez ici. Adeline D, elle n'a pas été zombifiée parce qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle a été zombifiée parce que c'est un zombie type numéro 2. Je vous rappelle, il y a 4 types de zombies. Le premier type de zombie, c'est celui que je vous ai présenté juste avant. Le zombie qu'on appelle cardinal ou cathédrale, c'est le zombie qui a été jugé en bonne et due forme par une société secrète. Le zombie numéro 2, lui, c'est un zombie qu'on appelle criminel. Adeline était mariée, son mari avait une amante, une maîtresse. Et elle a refusé, Adeline, de divorcer pour que le mari puisse partir peinard, pépouse, avec sa maîtresse. Et son mari lui a dit, écoute, puisque c'est comme ça, je vais te faire une peine pire que la mort. Et donc il est allé payer un Bokor pour, sans aucune étape de jugement, la zombifier directement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un zombie criminel. C'est pas le zombie, le criminel. Ce zombie-là est innocent. Le criminel, c'est celui qui provoque cet empoisonnement, cette mort factice, cet enterrement, et ensuite cette exhumation et cette vie dramatique ailleurs. Et donc je l'ai rencontrée à l'hôpital psychiatrique de Port-au-Prince, parce qu'elle s'en était sortie quelques années plus tard, à cause de l'effondrement de la maison de son maître lors du tremblement de terre de Port-au-Prince, et elle dessinait la famille, notamment, vous voyez, quand elle dessinait la famille dont elle avait la garde, elle ne représente pas de bras pour la famille. Ils n'ont pas de bras, parce qu'ils avaient interdiction de la toucher. Alors quand on touche une zombie, on ne devient pas un zombie, ça c'est vraiment dans les films de Hollywood, où le zombie, en vous croquant ou en vous mordant ou autre chose, vous transforme en zombie. C'est simplement que c'est le mauvais œil. On ne touche pas un zombie en Haïti. Si on le touche, il n'y a pas de problème, mais on évite, quoi. Et donc je l'ai rencontrée, moi, à l'hôpital psychiatrique de Port-au-Prince, et elle dessinait sur tous les murs intérieurs et extérieurs de l'hôpital le VV, très simplifié, de Baron Samedi et de Grande Brigitte. Les 2 divinités, les 2 Loas,
de la mort. Et vous la voyez ici, en train de parler et d'échanger avec moi. On n'a plus de nouvelles de Adeline D depuis 2015. Et voilà, il est possible que le travail ait été fini, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, d'où viennent ces différentes traditions? La poupée vaudou que je vous présente ici, c'est un des sortilèges qu'on va développer et déposer devant la maison de l'individu ou dans le cimetière pendant ces 7 étapes successives où on va essayer de lui faire entendre raison, dans le premier type de zombie, le zombie qui est jugé par une société secrète, où on essaie de lui dire « arrête tes bêtises, sinon il va vraiment t'arriver quelque chose de grave ». Et on va enclouer, on va mettre des épingles et des aiguilles dessus pour activer ce sort. Et ça rappelle tout à fait ces statuts, notamment de ce qu'on appelle un Nkisi, de la population Congo, en République démocratique du Congo, où ces clous sont présents pour activer ce sort. En l'occurrence, c'est plus un sort de protection dans le cas présent. Et puis, il y a aussi un miroir qui est présent à gauche. Vous allez voir assez souvent ces miroirs dans les objets bisango. Ce sont des miroirs parce que quand on essaye de capter la force magique qui est à l'intérieur d'un fétiche ou d'une statue, eh bien, ce miroir renvoie ce sort contre celui qui l'a lancé. Un effet arroseur-arrosé, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que vous allez voir aussi. Donc, c'est pour vous montrer cette influence d'Afrique subsaharienne dans des objets, mais également dans une psyché qui est celle de Haïti. Évidemment, tout ceci passe par la traite négrière. On dit que les divinités voyageaient sur l'épaule des esclaves. Alors, la première fois que le mot « zombie » a été écrit, c'est en 1697, dans un roman absolument illisible, donc vous n'êtes pas obligé de le lire, qui s'appelle « Le zombie du Grand Pérou » ou « La comtesse de Cocagne ». C'est un roman qui est un peu fantastique, un peu olé olé, où le zombie n'a pas du tout le même sens que ce que je viens de vous raconter. Le zombie, en fait, c'est le bokor. C'est le nom que cet auteur donne aux sorciers. Donc ça ne correspond pas tout à fait à la réalité. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle des 2 autres types de zombies. Le 3e type, c'est le zombie psychiatrique. C'est quelqu'un qui n'est jamais mort, n'a jamais vécu d'enterrement, n'a jamais été jugé ou quoi que ce soit. C'est un délire psychotique qui fait que l'individu, dans l'équivalent de notre occidental syndrome de Cotard, eh bien, est persuadé qu'une partie de lui-même ou la totalité de lui-même est morte. Et du coup, un peu d'ethnopsychiatrie facile, un peu l'ethnopsychiatrie pour les nuls, dans ce contexte culturel qu'est Haïti, qu'est la Caraïbe, la métaphore d'expression de ce délire, c'est celle du zombie, tout simplement. Donc, il est persuadé d'être un zombie. Ça se traite en psychiatrie, et c'est donc le 3e type de zombie. 4e et dernier type de zombie, c'est le zombie social. Là, je ne sais pas si vous avez vu le retour de Martin Guerre. Le retour de Martin Guerre, c'est une histoire d'une usurpation d'identité. En fait, après une guerre, après une révolte, après un tremblement de terre, un ouragan ou que sais-je, eh bien, un homme a perdu toute sa famille et il est socialement isolé. Une famille a perdu son chef de famille, par exemple, ou un grand garçon, et il lui manque des bras, tout simplement, et puis peut-être autre chose. Et du coup, il va y avoir une usurpation d'identité, une reconnaissance mutuelle de l'un et de l'autre, alors qu'ils n'ont strictement rien en commun, sauf la perte des êtres chers, et ils vont faire semblant de se reconnaître pour combler un vide. Et la métaphore de cicatrice qu'on va utiliser pour favoriser ça, c'est celle du zombie. Parce que oui, c'est vrai, t'as pas du tout la même gueule que t'avais il y a 4 ans, t'as quand même une tête un peu bizarre, tu fais 20 cm de moins et t'as des cicatrices que je connaissais pas. Donc oui, c'est normal, parce qu'entre-temps, j'ai été enterré, voilà, je suis passé sous terre, j'ai rencontré le dieu des morts ou autre chose, donc c'est normal que je sois un tout petit peu différent, tout simplement. Donc vous voyez, cette cicatrice d'acceptation, elle passe par la métaphore du zombie. Donc 4 grands types de zombies. Et c'est ces 4 types-là qui correspondent à 50-55 000 zombies à peu près en Haïti en ce moment, sans qu'on soit plus précis et sans qu'on sache exactement à quelle catégorie ils appartiennent, faute d'études précises. Alors comment les zombies ont conquis la totalité du globe? Eh bien avec des films, notamment lors de l'occupation américaine en 1920-1930. White Zombie est connu à ce moment-là comme un des premiers films de zombies qui se passe en Haïti. Et à droite, c'est un autre film qui est I Walked with the Zombie de Jacques Tourneur, qui est un réalisateur français qui travaillait à Hollywood, même année, 1932. Honnêtement, c'est des bons films. Vous pouvez les voir sur Dailymotion, et ce sont des films qui montrent vraiment la réalité du terrain, décrite par des anthropologues sur place, notamment Zora Hurston, qui est une anthropologue nord-américaine qui était particulièrement précise. Alors quand on va en Haïti, on a dans des arbres bien spécifiques, qu'on appelle des arbres à sortilèges, dans les cimetières, énormément de tels wanga, c'est-à-dire des sortilèges, des mauvais sorts, qui sont cloués, attachés, ficelés, pendus,
à l'arbre. Et c'est vraiment pour faire entendre raison à la personne, dans le contexte de cette zombification ou en parallèle. Vous en avez un ici que j'ai ramené. Alors, on ne les détache pas de l'arbre, hein. Ça ne se fait pas. On attend tranquillement, de façon un peu jésuite, qu'il tombe de l'arbre tout seul, quitte à secouer l'arbre éventuellement. Non, ça je plaisante. Mais on attend évidemment qu'il soit tombé, et en fait, lors de la fête des Guédés, qui se situe à la fin du mois d'octobre, au tout début de novembre, qui correspond à notre lendemain de Toussaint, ou à Halloween pour les Celtes, eh bien, toutes ces choses qui sont tombées sur les sépultures au pied de l'arbre sont généralement récoltées, mises dans un coin du cimetière et brûlées pour faire de la place. Et donc c'est à cette occasion-là que nous, anthropologues, on les récupère pour les étudier. Donc moi, j'en ai ramené 48 kilos lors de mon dernier terrain. Et là, quand l'avion de Air Caraïbes décolle à Port-au-Prince, vous espérez qu'il n'y a pas trop de sortilèges dans la soute. Et surtout, ça a fait l'objet d'examens systématiques en radiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ça a fait l'objet, évidemment, de publications. Donc voilà quelques-unes. Et vous voyez que pour que les sortilèges marchent, il faut qu'il y ait une charge magique à l'intérieur, une partie physique de la cible, pour que la cible devienne une victime. Et c'est comme ça que les Bokors vont payer du monde pour récupérer dans la maison des cheveux, des poils, généralement dans le lit, dans la salle de bain ou sur la brosse. Et puis, vous voyez que la poupée, elle n'est pas clouée n'importe où. On met un clou, clac, en plein milieu du cœur. On ne choisit pas de façon anodine l'endroit où on va clouer la poupée à l'arbre. Et pourquoi un arbre? Parce qu'on dit que la sève de l'arbre, c'est le sang des morts. L'arbre, il pousse dans le cimetière. Et comme le potomitan, ou comme les carrefours que je vous ai décrits tout à l'heure, c'est un point de concordance entre les dieux au-dessus, les humains à notre niveau, et les morts en dessous. Une sorte d'ascenseur spirituel, tout simplement. Alors des poupées, il y en a plein. Il y en a même la tête en bas. C'est pas bon signe. Il y en a même qui sont ficelées l'une à l'autre. Ça, c'est plutôt des sortilèges un peu amoureux, mais la cible n'est pas consentante. Il y a des poupées également qu'on retrouve assises sur les fauteuils. Et ça, c'est pas anodin non plus. C'est un peu ce qu'on appelle des... Alors, ce n'est pas des restes assis exactement, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est pour fixer un individu. Pour les filles qui sont ici, si vous êtes un peu harcelées par des garçons qui n'arrêtent pas de vous envoyer du WhatsApp ou autre chose, ou qui vous suivent dans la rue de façon un peu... pressante, eh bien, ça peut être une forme de traitement, tout simplement. Vous récupérez des poils, des photos, des textos que vous imprimez, enfin, récupérer des poils, excusez-moi, des cheveux, je voulais dire, et si vous avez des poils, c'est que vous êtes déjà allé quelque part. Donc bref, vous récupérez une partie physique de la cible, et vous l'attachez sur cette poupée, ou vous le mettez à l'intérieur de la poupée, et ensuite, eh bien, vous confectionnez cette poupée. Honnêtement, c'est ce qui se fait. Hein. À l'entrée des cimetières, il y a ce type de poupée qui est déjà présent. C'est incisé au niveau du flanc gauche. On met des choses à l'intérieur, on coud un tout petit peu, et hop, on va dans un des arbres à sortilège pour effectuer son rituel. Et la personne est fixée, elle est assise, elle ne bouge plus, et elle arrête d'embêter son monde. Alors je vous parle de tout ça, mais évidemment... il y a des publications scientifiques qui accompagnent toutes ces recherches. On est quand même là pour publier. Et donc, nous avons fait une publication notamment dans un journal médical, vous voyez, Forensic Radiology and Imaging, où on a publié pour la première fois des radiographies de poupées vaudou, qui sont présentées d'ailleurs en ce moment au musée du Quai Branly-Jacques Chirac dans l'exposition Zombie, la mort n'est pas une fin. Alors voici ces poupées, et qu'est-ce qu'on observe à l'intérieur? On observe une agrafe, ce qui signifie de façon indirecte qu'il y a des papiers avec l'écriture de l'individu, et écrire, c'est projeter une partie de soi-même. Hein. Quand on dédicace un bouquin, c'est un peu de l'auteur que vous avez. Hein. Quand vous allez voir Patrick Modiano pour une signature, eh ben, c'est un peu de Patrick Modiano que vous avez sur la page quand il a écrit Patrick Modiano. Et puis, il y a également une fermeture éclair. Sur cette autre, il y a des aiguilles. Sur cette autre, il y a un bouton. Voilà. Autant de restes physiques de l'individu. Et quand on n'arrive pas à avoir des cheveux, quand on n'arrive plus à avoir de poils, et quand on n'arrive pas à arracher non plus un bouton ou une fermeture éclair, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va, par exemple, pour vous, gratter un peu du fauteuil sur lequel vous avez posé vos fesses. On va récupérer un peu de la terre sur laquelle vous avez posé vos pieds, ou marché tout simplement. Et si jamais on n'a pas ça, on va gratter un peu les murs de votre maison, récupérer un petit peu de la terre de votre jardin. Donc il faut vraiment qu'il y ait une partie physique de vous, ou éventuellement on va récupérer sur Internet votre portrait, on va l'imprimer et on va le mettre dedans. C'est pour ça que dans beaucoup de civilisations, prendre une photo, c'est voler un tout petit peu de l'âme de l'individu, et ça a un sens, vous l'avez ici. Même hors du cadre du vaudou, j'avais travaillé avec Diana Picasso-Widmeyer sur son grand-père, Pablo Picasso. Et Pablo Picasso, quand il se coupait les ongles et qu'il se coupait les cheveux, il repartait toujours avec.
il les gardait avec lui, il les mettait dans des enveloppes et il les envoyait à ses maîtresses. Et il demandait en échange, enfin ses maîtresses, à ses compagnes du moment, devrais-je plutôt dire, et notamment Marie-Thérèse. Et Marie-Thérèse avait donné en échange quelques cheveux d'elle, etc., dans une sorte d'échange magique entre l'un et l'autre. Et bien au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, en Haïti, et je pourrais citer encore plein d'autres pays, quand on va chez le coiffeur, on repart avec ses cheveux. Quand on se coupe les ongles, on ne les jette pas dans la poubelle ou n'importe où. On les enterre quelque part ou on les brûle, parce que ce sont des parties de nous-mêmes qui peuvent être utilisées pour faire de la magie. Alors, à quel moment on interagit avec les dieux des morts et avec Baron Samedi? Dans les péristyles, dans les temples dont je vous ai parlé. Ici, vous avez un VV qui est en train d'être tracé, et le voici qui est activé. Ça, c'est un péristyle qui était actif et qui malheureusement a été détruit par les bandes de Vandales à Martissan, dans la banlieue de Port-au-Prince. Et à quoi ressemblent les fétiches Bizango? Ces fétiches qui correspondent à ces adeptes du Bizango qui sont morts, mais qui continuent d'agir sous une autre forme. Eh bien c'est ça, ce sont des petites poupées, parfois des grandes poupées, et là vous avez un fétiche Bizango avec 3 crânes à l'intérieur, à droite, et un crâne à gauche. D'autres, on dirait un peu des choses de Halloween. Encore un autre ici avec 2 crânes, toujours 2 crânes, un crâne, 3 crânes, une poupée transformée, un trône, et dans ce trône, vous avez 2 bouteilles. Ça, c'est le trône du général de l'armée Bizango, c'est-à-dire le chef. C'est un modèle un peu comparable à celui des jésuites. C'est intéressant de voir qu'il y a à nouveau un autre parallèle qui est religieux. Et vous avez 2 bouteilles au niveau des accoudoirs. En fait, vous avez le petit bon ange et le gros bon ange de cet individu, c'est-à-dire une partie de son âme intellectuelle, intellective, dirait saint Thomas d'Aquin, et une partie de son âme végétante ou végétative. Comme ça, même si le général, qui est une réalité physique, c'est un peu notre doyen, si le général n'est pas présent, eh bien, une partie de son âme est quand même présente au niveau de chacun des 2 accoudoirs. Voici un fétiche Bizango qui appartient aux collections du musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Et vous voyez les miroirs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les miroirs qui servent à repousser les mauvais sorts si jamais on essaye de capter cette âme de l'individu. À l'intérieur, il y a un crâne. Vous voyez, on l'a déplacé, on lui a fait subir plutôt passer un scanner. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Un crâne, vous le voyez, des morceaux de verre, une paire de ciseaux à droite, je parle de la droite anatomique, donc la gauche pour vous, un pommeau de canne dans la main gauche, donc la droite pour vous, et une croix de cimetière qui est au centre de la statue, qui a été réutilisée pour servir de base à la statue. Et c'est probablement la croix de la tombe de l'individu quand il a été enterré la première fois. Donc ça, c'est une tombe. C'est comme un reliquaire chrétien, si on peut dire. Voilà, ce sont des restes humains qui sont mobilisables et qui continuent d'agir encore à distance. Évidemment, nous l'avons publié. Et puis, cet autre Bizango, qui appartient aux collections du laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie, il est 5 mètres au-dessus de vous, d'habitude, mais en ce moment, il est prêté pour l'exposition au Quai Branly-Jacques Chirac. Vous voyez qu'il est assis sur un tambour. Il a une bouteille à chaque pied, et maintenant vous avez compris ce qu'il y a dans les bouteilles. Il y a le petit bon ange à droite, le gros bon ange à gauche. Il y a un crâne également au niveau de la tête. Alors lui est tellement gros qu'on n'a pas réussi à le mettre dans le scanner de la Pitié-Salpêtrière. Du coup, on l'a déplacé dans le scanner de Maison-Alfort, qui a un rayon un tout petit peu plus gros, pour les gros mammifères, vous l'avez compris, à l'école vétérinaire. Et là, on a réussi à le passer et on s'est rendu compte qu'il y avait un crâne que nous avons même modélisé en 3 dimensions et qui est vraisemblablement de morphologie féminine. Alors la publication continue, la recherche également. On a publié sur la nécessité de proposer de nouvelles définitions de la mort. La zombification même nous incite à proposer une nouvelle définition de la mort. Parce qu'on a la mort réelle et constante, c'est celle du certificat de décès, on a la mort encéphalique, on a la mort sociale, je vais vous en reparler un petit peu après, mais est-ce qu'il n'y a pas Il y a l'état de mort apparente également. Il y a le Tukdam, qui est une mort qui est décrite dans le bouddhisme tantrique. Et ça, la petite déesse vivante vous en parlera dans quelques mois quand elle viendra ici du Népal pour vous raconter son expérience de petite Kumari et ce qu'est cette définition de la mort toute particulière. Mais vous voyez, avec l'ancien doyen Jilali Annane, on a été amené à réfléchir à cette nouvelle définition de la mort. L'anthropologie médicale nous nourrit de nouvelles définitions et de cette nécessité de mieux circonscrire cette mort
qui est si difficile à définir. On s'est penché également sur cette notion d'âme et sur cette partition d'âme qui a été décrite dans le vaudou du Bénin, dans le vaudou haïtien, chez Aristote et dans la scolastique de saint Thomas d'Aquin. On s'intéresse également à la mort sociale. On a défini la mort sociale comme étant le fait d'être toujours vivant sur le plan biologique, mais hors de la relation sociale avec les vivants. Et dans cet autre article, on se pose la question, en se fondant évidemment sur la mélancolie, en se fondant sur d'autres cas psychiatriques, sur l'isolement dans les EHPAD, sur l'isolement également en prison et dans les autres centres de privation de liberté, sur la marginalité, mais également sur les zombies. Tout ceci nous a permis de définir beaucoup plus précisément ce qu'est la mort sociale, qui maintenant est un concept largement adopté. Et puis dernière publication, pour en finir avec cette présentation, elle est toute récente, elle émane d'un de mes étudiants, qui est Robin Baudouin, qui est actuellement en thèse de sciences au laboratoire Anthropologie et Archéologie, qui est chirurgien ORL à Foch, et on est en train de travailler sur l'implication de la tétrodotoxine dans la voix des zombies. Parce que les zombies en Haïti, quand ils sont revenus et qu'on peut interagir avec eux, ils ont une voix comme ça. Ils ont une voix grave et nasillarde. Et on se pose la question, est-ce que c'est un effet de la tétrodotoxine ou d'autres drogues qui rentrent dans ce poison zombie qui ont donné une petite nécrose au niveau du voile du palais, une nécrose au niveau du larynx ou autre chose. Donc en se fondant sur des enregistrements de voix de zombies, sur des examens cliniques que j'ai pu réaliser de zombies, mais également sur les données de la biologie clinique et de la clinique tout court à l'hôpital Foch ou ailleurs, ou des données de la littérature biomédicale, eh bien, on se permet de proposer des hypothèses pour mieux circonscrire avec un œil anthropologique et avec un œil médical, ce que sont les zombies. Alors il me reste à conclure par 2 recommandations. La première, c'est évidemment d'aller voir l'exposition Zombie, la mort n'est pas une fin au musée du Quai Branly-Jacques Chirac pour voir directement de vos yeux tout ceci. Et la deuxième chose, il y a la fête de la science qui sera dans cette UFR Simone Veil Santé ce samedi, pendant toute la journée. Nous allons présenter des objets du laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie autour du thème des océans. Ça sera en l'occurrence des objets vaudous qui viendront de l'Afrique et de la Caraïbe. Et puis, ça sera l'occasion également de voir des squelettes, de voir des éléments type de masques ou autre chose en rapport direct avec un peu la zombification et puis également tout ce champ disciplinaire fascinant qu'est l'anthropologie médicale. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Dans la zombification, le premier type, la zombification où l'individu est convoqué 7 fois de suite, c'est la société secrète qui fait la zombification. Dans la zombification criminelle, la société secrète n'a rien à voir. C'est hors de son cadre. C'est quelqu'un qui peut appartenir éventuellement à une société secrète, mais dont la fonction est dévoyée. Il est payé pour faire un zombie sans passer par les 7 étapes successives. Donc c'est vraiment criminel. Mais ça peut être quelqu'un qui appartient à une société secrète, mais la société secrète n'est pas impliquée. C'est comme un médecin de la PHP qui ferait une grosse bêtise, mais ce n'est pas la faute de la PHP. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors ça dépend quel type de zombie. Le zombie psychiatrique, il est assez facilement catalogué et dans un hôpital psychiatrique et accompagné. Et on sait, un zombie psychiatrique, c'est par exemple quelqu'un qu'on voit le matin au bureau, dans la rue ou au marché, et l'après-midi, il fait son délire de zombie. Et tout le monde sait pertinemment qu'il n'a jamais été enterré, qu'il ne s'est rien passé ou autre chose. Donc il y a une sorte de petite distance de frayeur, tout simplement, parce que c'est impressionnant, mais on sait que le vrai problème est psychiatrique. Non, je vous dirais, de façon générale, il y a plus une distance raisonnable qui s'installe autour de lui, une distance raisonnable. Mais on l'accompagne, on ne le laisse pas pour compte, quel que soit son style. Même le zombie du premier type, si jamais il réussit à s'échapper, on a tendance à croire qu'il a payé sa peine, qu'il a payé sa dette, entre guillemets. C'est comme un détenu au long cours qui, au bout de 20 ans, 30 ans, sortirait de prison. Eh bien, la société considère qu'il a payé sa dette, tout simplement. Et on le regarde parfois presque avec un tout petit peu de compassion, en l'occurrence, mais en tout cas une distance raisonnable. J'en parlais ce matin avec Franz Duval, qui est le rédacteur en chef du Nouvelliste, l'équivalent du Monde en Haïti, et il me disait qu'en ce moment, avec la criminalité, avec les gangs, il y a moins de zombies. Parce qu'en fait, on tue. On tue tout court. Voilà, on tue tout court. En revanche, après des tremblements de terre, comme le grand qui a eu lieu dans la région de Port-au-Prince, après des tsunamis ou des ouragans, là, il y a une inflation du nombre de zombies,
pour des causes naturelles, principalement parce que beaucoup de gens ont été enterrés sans sépulture, ce qui est traumatisant évidemment, ce sont des mauvaises morts, et puis il y a également beaucoup de fausses reconnaissances pour combler un petit peu ce manque et ces pertes humaines. En théorie, le foufou, il existe également dans cet autre côté de l'Atlantique. Néanmoins, il n'est pas consommé, il n'est pas utilisé. Constant Glélé, qui est un de mes amis et informateur, qui est au Bénin, dans la région de Abomey, c'est sur son téléphone portable, en fait. Le téléphone portable a sonné et on a mis en haut-parleur pendant qu'on conduisait vraiment loin de tout. Et c'est son grand-père, en effet, qui l'appelait avec une voix caverneuse et qui lui racontait des choses, sachant que son grand-père était mort depuis 15 ans, en effet. Donc c'est... Voilà, numéro masqué, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ça, c'est autre chose. Ce n'était pas une hallucination, c'était le téléphone qui a sonné, c'était quelqu'un qui parlait, que Constant a interprété comme étant son grand-père, et que moi, j'interprète peut-être différemment. En tout cas, je respecte son interprétation. En fait, vous avez parlé de transe et de possession. Ce n'est pas l'initié qui incarne un dieu ou un esprit, c'est l'inverse, en fait. C'est un dieu qui descend et qui chevauche l'initié. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Bénin, dans le vaudou béninois, au Togo, au Nigeria aussi, je suis d'accord, et puis qu'on retrouve de l'autre côté de l'Atlantique, dans cette religion de possession, qu'est aussi le vaudou haïtien. Mais ça se passe sans aucune drogue, sans la tétrodotoxine. La tétrodotoxine vous met dans un état de mort apparente. C'est difficile d'avoir une possession, entre guillemets, ou une transe quand on est dans un état de mort apparente, parce que vous n'allez pas vous en rendre compte. Et surtout, les gens autour de vous, ils vont encore moins s'en rendre compte. Donc, non, ça passe par, même pas des consommations de drogue, de stupéfiants ou d'alcool. C'est une mise en condition. Ce sont des tam-tams d'un côté ou des tambours de l'autre côté de l'Atlantique qui, avec un rythme vraiment répété, vous mettent dans un état second, surtout quand il est tard dans la nuit, que vous n'avez pas beaucoup mangé, pas beaucoup dormi, pas beaucoup bu, donc vous êtes plutôt déshydraté que pété comme un coin, pour être très clair. Et voilà, c'est vraiment un état qui s'installe au fur et à mesure, et soit c'est votre physiologie qui vous met dans cet état-là, comme pourrait le dire un biologiste ou un clinicien, soit c'est en effet une possession au sens strict du terme, non pas diabolique, hein, à nouveau, c'est pas le diable qui descend, ce sont les divinités qui viennent saluer et s'incarner dans le corps des initiés. Moi, je me souviens d'une femme au Bénin, dans la rue, lors d'une procession, il devait être entre 2 et 3 heures du matin, et elle est visitée par Dan. Dan est une divinité serpent, arc-en-ciel, qui vit dans le sol, et dans l'air, hein, quand on voit un arc-en-ciel, c'est Dan. Et tout d'un coup, elle se met à tomber par terre et à faire des reptations, comme ça. Et les gens étaient autour d'elle, écartaient les objets pour ne pas qu'elle se fasse mal. Et elle était littéralement prise par la divinité, et elle reproduisait la reptation d'un serpent, tout simplement, bien agité, bien tonique, dans la rue, comme ça, en plein milieu de la nuit. Et puis au bout de 3 minutes, ça s'est arrêté. Et voilà, c'est ça en fait une possession. Et c'est une grâce qui lui est donnée. Mais parfois, la divinité est tellement coriace et vive qu'elle peut se faire mal. Donc on est là, à côté d'elle, pour retirer tous les objets dangereux potentiels, un peu comme quelqu'un qui ferait une crise d'épilepsie, vous voyez, où on retire les choses qui sont dangereuses à côté, mais ce n'est pas une crise d'épilepsie, c'est vraiment un phénomène qui est religieux en l'occurrence. Que je sache, il n'y a pas de zombification d'enfants, comme il n'y a pas de zombification d'individus non initiés au vaudou. Donc normalement, là, vous êtes tranquille. Moi, un peu moins. Les possessions, par contre, des enfants peuvent être en transe dans les sanctuaires du vaudou haïtien ou du vaudou béninois. J'ai vu des enfants, moi, en transe, déjà, et notamment des enfants qui étaient déjà rentrés dans les sociétés secrètes. Mais donc ça, c'est quelque chose qui existe. Mais zombifier un enfant, je n'ai jamais vu faire, ni criminel, ni zombification de sociétés secrètes. Il peut y avoir des zombies, entre guillemets, type social ou type psychiatrique pour les enfants, mais les 2 premiers types, ça n'est pas pratiqué. Merci et à très vite pour une nouvelle conférence.